20 000 euros, c'est la somme qu'on a générée entre le 1er et le 17 février 2024. Donc dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous partager comment on a fait, quelles sont les différentes campagnes qu'on a créées et également comment faire pour vous de votre côté pour le répliquer. Donc je vais vraiment vous partager tous les conseils et ma méthodologie à suivre. Qu'est-ce que ça donne concrètement en termes de résultats? Donc on va passer directement sur l'écran. Donc on est à 3 532 euros de spend. 5,66 de retour sur investissement, plus de 19 979 euros de générer, donc des perfs vraiment au top, sachant que le canal principal sur cette boutique c'est vraiment Pinterest, sachant également que la journée d'aujourd'hui elle n'a pas été comptabilisée, donc souvent quand on regarde les stats au jour même, Pinterest met un peu de temps à faire remonter les données, souvent on le voit le soir, voire même le lendemain. Donc là-dessus, il y a des ventes qui n'ont pas été comptabilisées sur la journée du 17. Donc ça fait des perfs qui sont vraiment top. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur une niche qui est vraiment sous-exploitée, très peu de concurrence. On est quasiment les seuls à faire du Pinterest sur cette niche-là. Et le truc, c'est qu'il y a des coûts publicitaires qui sont trop importants sur Google Meta. Du coup, le truc, c'est que sur Pinterest, là, on arrive sur un réel océan bleu et ça donne des résultats vraiment top. Donc en termes de campagne, comment c'est réparti? Bon, là, on a une campagne de retargeting. Donc celle-ci, c'est normal qu'elle soit sur des retours sur investissement super importants. Mais après, là, on est sur de l'acquisition ici. Du coup avec des CPM à 1,13 € qui est vraiment ridicule, 1,59 € pour cette campagne d'acquisition là, retour sur investissement à 6 sur ces campagnes d'acquisition. Après là on teste un nouveau pays parce que là l'objectif, vu qu'on a scale et validé ce produit là sur ce marché, le but c'est de l'étendre sur plein de pays différents. Donc en spend moyen on est à peu près à 200 €. Là on est en train de scaler petit à petit, on est sur une stratégie de scaling horizontal, donc ça se fait étape par étape. Mais ce qui est intéressant c'est de voir également la stabilité de la chose, parce qu'en termes de vente c'est très stable, hein. Si je regarde entre le 1er et le 8 admettons, on était à 7,52, donc là ça baisse légèrement parce qu'on a ajouté le nouveau pays qui est arrivé. Et ce nouveau pays, du coup on le teste. Donc là on est sur la phase d'apprentissage, on peut le voir, hein. Là on est à 0,77 de retour sur investissement, 0,63. À chaque fois qu'on lance un nouveau produit, et même dès le démarrage, même sur un compte chaud, ça met un peu de temps à chauffer. C'est l'algorithme de Pinterest qui est taillé comme ça. Nous on est habitué. Au démarrage c'était un shop. Sur les 4-5 premiers jours, il y avait un retour sur investissement inférieur à 1. Donc on a l'habitude de ça. Pinterest met du temps à chauffer. Et c'est pour ça que la majorité des personnes abandonnent sur Pinterest, hein. Mine de rien, les personnes abandonnent parce qu'elles ne voient pas de résultats au bout de 3-4 jours et on se dit Pinterest ne marche pas. Alors que non, c'est juste que l'algorithme est taillé comme ça. On est sur un moteur de recherche et non pas un réseau social. Du coup, ça fonctionne différemment, ça met plus de temps à chauffer. Et une fois que l'algo est chaud, on peut le voir ici, hein, les retours sur investissement sont dingues. Là, comment on fait pour avoir une campagne à un retour sur investissement de 13? C'est qu'on est focus sur des mots-clés en particulier. Et les mots-clés en particulier, on arrive vraiment sur des personnes en intention d'achat. C'est ça la différence. On n'est pas sur des personnes qui scrollent comme sur TikTok, Instagram, etc. sur un réseau social. On est sur un moteur de recherche avec de l'intention. Du coup, en étant positionné sur des mots-clés bien précis, également avec des campagnes shopping. Je vais vous montrer la puissance des campagnes shopping. C'est assez dingue. Je me rends sur Pinterest directement. Tac. Et là, ici, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque épingle sur Pinterest, je prends la première qui arrive. Admettons ce bijou. Je vais chercher un article similaire et là, Pinterest va pouvoir analyser du coup les bijoux similaires à celui-ci. Bon, on va voir s'il trouve parce que c'est très spécifique. Et là, il en trouve juste ici. Donc en fait, c'est ça la puissance de la partie shopping également, c'est que on va pouvoir faire de la recherche visuelle. Et les personnes qui cliquent sur ces épingles-là avec de la recherche visuelle pure, c'est des personnes avec une forte intention d'achat. Donc en termes de performance, vous imaginez bien que c'est des performances à chaque fois qui dépassent des retours sur investissement supérieurs à 5, 6, 7, 8 sans trop de difficultés. Parce qu'on est sur des personnes avec une réelle intention. Et c'est ça qu'on va chercher sur Pinterest. Et c'est là où on a vraiment une puissance au niveau de la plateforme. C'est bien beau, Luc, mais comment faire pour avoir ce type de résultat? Donc la première étape, ça va être de vous créer un compte Pinterest Business si vous n'en avez pas. Donc bien un compte professionnel et non pas un compte personnel pour pouvoir gérer toute cette partie publicité. Une fois que c'est fait, derrière, l'étape suivante, ça va être vraiment de créer une grosse image de marque puissante. C'est-à-dire ajouter une bonne manière, logo, titre, description, lien de votre site web, revendiquer votre site web et après installer votre pixel avec l'application Pinterest Shopify si vous êtes sur Shopify. Si vous êtes sur d'autres CMS, je vous mettrai un lien en commentaire d'une autre vidéo YouTube qui traite justement ce sujet si vous êtes sur PrestaShop ou Commerce ou un autre CMS. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment installer la partie tracking sur Pinterest. C'est super important d'avoir une bonne remontée de données afin de maximiser les performances. Donc sur ce point-là, vous avez tout en description. Et une fois que vous avez installé le pixel, l'étape suivante, ça va être vraiment de créer une bonne image de marque. L'image de marque, elle est cruciale parce que ce qui se passe sur Pinterest, c'est que les personnes scrollent sur la plateforme. Et derrière, si j'aime bien, admettons, de vialer cette publicité,
je vais pouvoir pas seulement aller sur le site, mais je peux cliquer sur le profil de la marque et si je vois qu'il n'y a rien, si je vois que l'image de marque de compte n'est pas travaillée, si je vois que les épingles sont pas cohérentes, les tableaux sont pas cohérents, donc les tableaux c'est des catégories dans lesquelles on va classer les épingles, si sur cette partie il manque de la cohérence, derrière vous allez vraiment perdre le facteur confiance des prospects, donc c'est super important de travailler cette partie-là au démarrage, ça prend quelques heures, voire une journée complète au démarrage, mais pour faire quelque chose de très solide. Et une fois qu'on arrive à créer cette image de marque de compte, ce branding très puissant, mais derrière on passe à la partie publicité. Mais petite astuce, reprenez directement les catégories de votre site et vous en faites des tableaux et derrière, comme ça vous allez avoir une bonne sémantique avec votre compte Pinterest qui reflète votre site web avec une grande cohérence au global. Idem au niveau de la cohérence entre les épingles et le site web, il faut qu'au global, tout ça soit vraiment cohérent pour que le parcours utilisateur soit fluide. Entre le moment où il voit l'épingle, qu'il clique dessus, et derrière qu'il aille sur le site web, il faut que ce parcours-là soit fluide. Et sur ce point-là, du coup, rien de mieux que de refléter le site directement dans Pinterest. Et une fois que c'est fait, pensez surtout à plugger votre catalogue shopping. Comme je l'ai montré juste avant, c'est ultra puissant. Ça se fait en quelques clics. Si vous êtes sur l'application Shopify et Pinterest, ça se fait automatiquement. Et sinon, vous pouvez le faire manuellement avec des applications comme DataFeedWatch ou Lengo ou Chainable, par exemple. Une fois que c'est fait, on va enchaîner avec la partie création de campagne. Mais juste avant, il va falloir juste insérer les coordonnées de facturation pour pouvoir lancer sur Pinterest. Et là, profitez-en. Si vous êtes sur Shopify, vous avez 85 € offerts pour vous lancer, pour faire votre testing de manière gratuite, sans dépenser le moindre euro de votre poche. Donc ça, admettons que vous dépensez 5 € par jour, ça vous fait 17 jours de testing au démarrage. Je vous conseille de démarrer sur des petits budgets au démarrage et dès que c'est validé, après on augmente au fur et à mesure. On est sur un algorithme qui est un peu long sur Pinterest, autant démarrer sur des petits budgets et après on monte petit à petit. Donc autant en profiter. Là-dessus, vous cliquez sur ajouter des informations de l'entreprise, vous rajoutez tous les éléments ici. Et derrière, vous allez pouvoir rajouter votre carte bancaire à la toute fin. Et c'est parti pour le lancement des campagnes. Donc on clique en haut à gauche sur le logo Pinterest. On va cliquer sur créer une campagne. Campagne manuelle, donc automatisée, je vous invite vraiment à supprimer, surtout ne pas passer là-dessus, parce que les campagnes manuelles, c'est là où on va avoir de la granularité pour choisir les bons types de ciblage et avoir réellement de la performance. Automatisé, c'est vraiment pas terrible du tout. On clique sur commencer. Et là, on a plusieurs objectifs de campagne qui nous sont proposés. Notoriété, vue de vidéo, intérêt, conversion, vente par catalogue. Alors là, par où commencer? On va démarrer sur les campagnes de conversion. Ultra important pour maximiser le retour sur investissement. Et pourquoi les campagnes de conversion? C'est qu'en fait, on va clairement dire à Pinterest qu'on veut obtenir des ventes. Les campagnes d'intérêt, elles vont driver du trafic, peu importe la qualification du trafic. Et notoriété, encore une fois, c'est vraiment maximiser le nombre d'impressions qu'on vous voit au maximum, mais sans forcément déclencher d'ajout au panier et de vente. Donc, il faut absolument se focus sur les campagnes de conversion. Sur la partie conversion, il y a deux types de campagnes. Il y a soit les campagnes de conversion, soit les campagnes de vente par catalogue. Tout dépend du nombre de produits que vous avez. Si vous en avez plus de 30, vous pouvez démarrer les deux en simultané. Mais il faut vraiment avoir un minimum de produits parce que si vous êtes sur un monoproduit, typiquement, la partie vente par catalogue ne fait pas forcément sens parce qu'il faut un peu de l'amplitude à Pinterest pour qu'il puisse bien diffuser. Donc là-dessus, je vous invite à partir sur les campagnes de conversion. Donc vous cliquez sur conversion et là, peut-être vous avez ce message d'erreur qui s'affiche. Obtenez plus d'événements de conversion, donc qu'en fait, cet objectif n'est pas débloqué. Parce que là, je suis sur un compte exemple et ce qu'il faut, c'est que Pinterest identifie le parcours utilisateur. Donc, comment ça se passe quand un utilisateur ajoute au panier, quand il l'achète? Et ça, là-dessus, ce que je vous invite à faire, si vous avez du trafic externe, c'est d'attendre 24-48 heures, le temps qu'il y ait des personnes qui achètent, etc. sur votre site, pour que le pixel de Pinterest, donc le tracking, identifie le parcours de vente des utilisateurs. Ou bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déclencher des faux ajouts au panier, des faux achats tests. Ça fonctionne également très bien. Encore une fois, il faut attendre 24, 48, 72 heures grand maximum. Je vous invite à en faire plusieurs pour être sûr de débloquer cette fonctionnalité. Donc, on se lance toujours en campagne de conversion, vente par catalogue au démarrage. C'est super important. Et derrière, donc, on va pouvoir lancer notre première campagne. On clique sur acquisition ici. On va lancer la campagne. Tac, actif. Budget plutôt quotidien que global. Là-dessus, alors en termes de budget, super important. Pinterest a une phase d'apprentissage au démarrage. Une phase d'apprentissage qui dure entre 5, 7, 10 jours en fonction des comptes, en fonction des thématiques, il y a pas mal de variables par rapport à ça. Donc je vous invite surtout à ne pas démarrer directement sur des gros budgets, des budgets sur lesquels vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser pendant 10, 15 jours. Donc admettons que vous avez 100 € pour tester un produit, partez sur 10 € par jour. Si vous avez beaucoup plus, vous pouvez partir sur plusieurs campagnes à 10 € par jour, admettons. Mais là-dessus, je vous conseille de démarrer au minimum à 5 € par jour et derrière de lisser surtout votre budget publicitaire au démarrage. Ne démarrez pas sur des gros budgets. Je sais qu'il y a plein de personnes qui disent « Ah, il faut démarrer sur des gros budgets sur Pinterest, c'est une plateforme, il faut du volume, etc. » C'est du bullshit, ne suivez pas ça. Des comptes comme ça où on les scale à plusieurs milliers d'euros par jour,
franchement, on démarre souvent sur des petites campagnes. Au global, on démarre entre 50, 100 euros par jour la majorité du temps. Et une fois qu'on a de l'attraction, une fois qu'on a passé cette phase d'apprentissage, une fois qu'on a validé, réellement, à ce moment-là, on stack des campagnes, on scale petit à petit, mais démarrez pas sur des gros budgets, ça sert strictement à rien. Même pour des grosses marques qui ont beaucoup de budget, on démarre quand même sur des budgets plutôt légers. Parce que, encore une fois, c'est l'algo qui est taillé comme ça. On est sur un moteur de recherche, on n'est pas sur un méta qui a des milliards de données. Sur Pinterest, il y a un peu moins de données, donc là-dessus, on doit suivre une stratégie qui est propre à chaque plateforme. Et c'est super important. Il y a trop de personnes qui lancent des publicités sur Pinterest comme si on était sur Meta, alors que ça n'a rien à voir. On est sur un moteur de recherche, pas un réseau social. Il y a un algo qui est différent, qui est taillé différemment, il a moins de données, et derrière, on a une partie visuelle qui est différente, encore une fois, où la partie créative prend plus de place que la partie copywriting. Donc il y a tellement de variables différentes qu'il faut vraiment partir sur un budget que vous êtes prêt à perdre, surtout au démarrage si vous ne connaissez pas trop la plateforme. Donc je pars sur un exemple de 10 euros par jour. Je vais cliquer sur exécuter à des dates précises. Donc là, l'objectif, c'est de démarrer au lendemain. Donc là, admettons, aujourd'hui, on est samedi 17 février. Je vais démarrer à dimanche, du coup, dimanche, mais le matin, pour avoir vraiment un jour de semaine complet. Parce que là, il est 17h50. Si je lance maintenant à 18h, entre 18h et minuit, il se peut que l'algo dépense tout d'un coup. Et ce ne sera pas optimisé sur la journée. Donc en fait, il faut vraiment avoir une journée de spend au complet ou au moins 12 heures. Donc si vous lancez le matin, ça passe. Mais si vous lancez l'après-midi, basculez au lendemain directement. Donc là-dessus, on est good, on met pas de date de fin, surtout pas, pour vraiment avoir une bonne répartition du spend assez linéaire. Et là, on passe à la partie groupe d'annonces, comme les adsets sur Facebook. Là-dessus, on va pouvoir sélectionner de trouver de nouveaux clients. Donc on clique ici, c'est vraiment notre objectif de faire de l'acquisition et non pas du retargeting dans un premier temps. Sur la section suivante, on va cliquer sur centre d'intérêt et mots-clés. Et là, on a une dualité qui est intéressante, c'est que sur Pinterest, on peut cibler à la fois sur des centres d'intérêt et à la fois sur des mots-clés. Là-dessus, je vous invite vivement à séparer vos campagnes. Soit faire des campagnes de centres d'intérêt, soit des campagnes de mots-clés. Pas mixer les deux. Pourquoi ? Parce que si vous mixez les deux, ce qui va se passer, c'est que les centres d'intérêt ont des poches d'audience plus larges. Du coup, Pinterest va même pas dépenser sur vos mots-clés. Ils vont dépenser directement sur les centres d'intérêt. Donc ce qui est important, c'est vraiment de séparer les deux pour avoir une bonne maîtrise du budget. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à performer avec les deux en croisée, mais le truc c'est que si vous souhaitez scaler sur des gros niveaux derrière, ça va pas marcher. Sur une stratégie pour des débutants, etc., ça peut le faire, mais je vous invite vraiment à séparer et à privilégier plutôt les mots-clés dans un premier temps, à B-tester les deux, mais si vous devez choisir, si vous savez que vous avez beaucoup de volume de recherche sur vos produits, partez sur les mots-clés. Mais peut-être que vous vous demandez, ok, comment je fais pour savoir si les mots-clés sont vraiment bien tapés sur Pinterest, etc. Là-dessus, on a un outil qui est assez magique, c'est Pinterest Trends. Pinterest Trends, c'est quoi ? C'est un outil qui permet justement d'analyser les différents mots-clés. Donc là-dessus, vous pouvez sélectionner des tendances et également filtrer par centre d'intérêt. Si vous êtes dans la thématique des animaux, typiquement, vous pouvez voir qu'est-ce qui part en grosse tendance actuellement. Donc là, on arrive sur le printemps. Typiquement, on a des mots-clés reliés par rapport à ça. Au niveau de la décoration, typiquement, là, on est bientôt sur les idées de déco jardin. On arrive sur le printemps. On a de la saisonnalité qui joue. Donc là, il faut vraiment toujours être à jour là-dessus. Et pour sélectionner des mots-clés, il n'y a rien de mieux parce que vous pouvez faire un petit export en CSV ici et scraper des mots-clés. Je vous invite vraiment à être vigilant là-dessus, pas être trop large quand même, de viser quand même des mots-clés qui soient pertinents avec votre produit. Si vous êtes trop large, vous allez perdre en pertinence et Pinterest risque de dépenser au mauvais endroit. On n'est pas sur un algorithme, encore une fois, qui est vraiment autonome à 100%. Il faut un minimum le driver. Et là-dessus, c'est pour ça que beaucoup de personnes galèrent au démarrage, c'est qu'ils ne savent pas driver l'algorithme. Ils ne savent pas quel type de mots-clés il faut supprimer, à quel moment. Et il y a vraiment un vrai timing à avoir sur Pinterest qui est un peu plus long comparé à Meta. Donc sur ce point-là, une fois qu'on a les mots-clés, on va pouvoir les ajouter directement dans la campagne. Donc on clique sur ajouter les mots-clés ici. Et là, le but, ça va être de les taper directement. Donc là, admettons, je suis dans la décoration, je vais taper canapé ici. Et après, ce qui est important, c'est que pour passer au mot-clé suivant, je vais mettre juste une petite virgule et ça va passer à la ligne directement. Donc je vais marquer fauteuil dans l'exemple. Je vais marquer salon de jardin, admettons. Bon là, c'est pas assez concentré sur un seul produit. Le but, c'est quand même d'être assez focus si vous avez beaucoup de volume de recherche. Et là-dessus, vous pouvez comparer les volumes de recherche sur Pinterest directement. Là-dessus, vous avez 3 mots-clés, mais pour vous sécuriser et être sûr que Pinterest comptabilise les 3 mots-clés, vous descendez, vous voyez 3 mots-clés ici. On est bon, on peut passer à la partie suivante. Donc ça, c'est la partie mots-clés. Vous avez également la partie centre d'intérêt. Donc encore une fois, séparez bien les campagnes, créez une nouvelle campagne là-dessus. Et derrière, là, vous pouvez sélectionner des centres d'intérêt. Je vous invite à partir sur des centres d'intérêt de niveau 1 dans un premier temps. Dans le sens où Pinterest, il va lui falloir du temps, de la data, et partez large au démarrage, et après, avec cette data-là, vous allez pouvoir analyser et avoir de la granularité plus précise. Mais partez large, parce qu'il y a beaucoup de grosses surprises au démarrage, et il y a des centres d'intérêt qui sont sous-exploités.
Nous, typiquement, on a de grosses perfs sur l'intérêt jardinage, même en hors saison printemps. Donc là-dessus, c'est des mots-clés où il y a des CPM, très peu de concurrence, des gros volumes de chiffre d'affaires à réaliser. Donc c'est souvent en étant des fois un peu désaxé par rapport aux centres d'intérêt principaux qu'on arrive à avoir de grosses perfs. Donc ça, c'est également une chose à savoir. Partez dans un angle qui est vraiment cohérent. Si vous êtes dans la mode, partez sur de la mode femme typiquement. Et après, si vous avez plus de budget, n'hésitez pas à tester les centres d'intérêt, même s'ils n'ont rien à voir. Et vous pouvez même regarder ça dans les audiences insight juste ici. Donc vous pouvez comparer votre audience par rapport à celle de Pinterest et voir typiquement est-ce que votre audience est plus intéressée par l'art, le divertissement, à quel pourcentage, etc., quelle est la répartition au niveau des âges, etc. Ça, c'est des bonnes insights, surtout si vous faites déjà de l'organique, parce que vous pouvez avoir des insights très intéressantes sur ce point-là. Donc après, on passe à la section suivante, données démographiques. Je vous invite à rester large et à supprimer les hommes si jamais vous ciblez que les femmes. Dans non précisé, il y a une majorité de femmes, ça il faut le savoir. Après, sur la partie âge, là-dessus, on va sélectionner, admettons, les plus de 21 ans. Ça, tout dépend de la cible, encore une fois, des audiences que vous ciblez, si vous avez une cible plutôt âgée ou plutôt jeune. L'avantage de Pinterest, c'est quoi? C'est que on est sur une audience qui a du pouvoir d'achat, une audience CSP+. Nous, on a des comptes où on a des paniers moyens à 150, 200 euros, il n'y a aucun souci. Les personnes ont vraiment du pouvoir d'achat sur Pinterest, on est sur une audience qui est qualifiée. On n'est pas sur une audience comme sur TikTok qui a 18, 20 ans, 25 max. Sur Pinterest, c'est tout l'inverse. Il y a 70% de l'audience qui a plus de 25 ans. Du coup, c'est une audience qui a du pouvoir d'achat, qui est prête à mettre le prix, qui s'inspire, qui est dans une phase d'achat. Du coup, là-dessus, n'hésitez pas à, pourquoi pas, décocher la case 18-24 si vous avez une audience plutôt âgée. Côté lieu, si vous ciblez la France, vous pouvez rester là-dessus ou ajouter Belgique et Suisse si vous souhaitez vous élargir et si vous, surtout la livraison passe de votre côté. Sur la partie langue, je vous invite à rester vraiment sur la langue française. Très important ce point-là parce qu'on ne va pas cibler les étrangers qui sont en France. Partie suivante, au niveau des appareils, on ne sélectionne rien. Emplacement et suivi, on ne sélectionne rien encore une fois, on reste sur la même chose. Là, on a un petit récap ici. Le budget quotidien de 10 €, à partir de quand? Du 18 février. Tac, optimisation toujours au clic sortant. Peut-être ça va être un peu différent parce que vous êtes sur des campagnes de conversion de votre côté. Et en termes d'enchères, partez sur de l'automatique au démarrage. Trop de personnes, des fois, essaient d'être un peu trop méticuleux sur le media buying, etc. Or, quand vous avez un pixel froid, pas de data, etc., partez sur de l'automatique parce qu'en manuel, il y a des chances que l'algo ne dépense pas. Et s'il ne dépense pas, vous n'allez pas aller bien loin. Donc, super important de démarrer sur de l'automatique. Et après, en termes de sélection des épingles, je vous invite à en sélectionner entre 3 et 4 au démarrage. Donc je vous prends un exemple, tac, je les sélectionne ici. Donc ultra important sur Pinterest de travailler vos épingles. Je vous invite à analyser ce qui se fait. Encore une fois, vous avez Pinterest, vous pouvez scroller et regarder ce qui se fait aussi sur les autres marchés. Nous, on le fait beaucoup. Typiquement, on prend un VPN et on regarde ce qui se fait aux US pour derrière voir comment on peut l'appliquer de notre côté sur les marchés européens, scandinaves. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Juste en termes de format sur Pinterest, on est sur un format vertical. Testez aussi bien le format statique que vidéo, mais sachant que chaque thématique a un peu ses spécificités. Sur le compte que je vous ai partagé juste avant, si je filtre par chiffre d'affaires, juste ici, là, on est sur de la vidéo principalement, deux vidéos ici, format statique, format vidéo, collection, statique. Mais là-dessus, en fait, c'est pas une règle universelle. Là, on est sur cette boutique-là, ça fonctionne bien. Le format vidéo fonctionne bien. Et on éduque bien, etc. On n'a pas les meilleurs taux de clic au monde. Mais là-dessus, tout dépend des shops. Parce que nous, typiquement, dans la décoration, notre top format, c'est du format statique. Et il performe ultra bien. Et c'est là où on a le plus de retour sur investissement. Donc vraiment, tout dépend des thématiques. Sachant que la décoration, c'est la thématique numéro 1 sur Pinterest. Tout dépend des thématiques. Ne vous dites pas qu'il n'y a que la vidéo qui fonctionne ou que le statique. À chaque fois, il faut vraiment A/B tester ça au démarrage. Si vous partez sur 4 créas, vous pouvez partir sur 2 statiques et 2 vidéos. Et sur l'autre ad group ou l'autre campagne, vous pouvez tester un carrousel également en parallèle. Même si le carrousel est souvent un peu moins performant. C'est bien pour des campagnes d'intérêt, d'autorité, mais pour de la conversion pure, c'est pas le meilleur des formats. Et dès que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter 4 épingles, tac, et là, publier la campagne. Et là, votre première campagne publicitaire Pinterest a été lancée avec un bon setup. Une fois que c'est fait, je vous conseille d'analyser vos résultats. Commencez à les analyser à partir de J+3, J+4. Commencez à regarder les taux de clic. Avoir des taux de clic au minimum supérieurs à 0,6, 0,7. C'est vraiment l'idéal. Après, si vous êtes à moins de taux de clic, il n'y a pas de souci non plus tant que le coût par ajout au panier ou le retour sur investissement suit. Il y a vraiment ces KPI à suivre, mais là-dessus, n'analysez pas vos KPI au bout de 24 heures, même 48 heures. Des fois, c'est un peu trop tôt, dans le sens où Pinterest est long, encore une fois, surtout si vous êtes sur un algorithme froid. Si vous êtes sur un pixel qui est chaud avec déjà de la data, etc., c'est une autre histoire. Mais au démarrage, je vous invite vraiment à être patient. Sur Pinterest, on est sur un algorithme qui est encore une fois un peu plus long, donc il faut être
patient sur les premiers jours. Et une fois que c'est fait, ce que je vous conseille, c'est entre J+7, J+10, lancer une seconde campagne d'engagement ou de retargeting. C'est des campagnes qui sont super importantes à lancer dans le sens où souvent il y a un cycle d'achat qui se fait en 2 temps sur Pinterest. On s'inspire sur Pinterest et après il faut être retargeté pour passer à l'achat. Donc il se passe souvent un phénomène où la personne s'inspire et après il faut vraiment maximiser ce type de campagne-là pour pousser les personnes à l'achat. Et souvent nous on propose un code promo, on propose vraiment quelque chose d'avantageux pour que la personne puisse vraiment passer à l'action dès maintenant et pas trop patienter et pour casser un peu ce phénomène d'inspiration qu'on a sur Pinterest. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Donc, pour lancer votre campagne de retargeting, je vais m'y rendre tout de suite. Donc on reprend à peu près le même setup. On va cliquer sur le Pinterest en haut à gauche, créer une campagne encore une fois, manuel, commencer. Et là on va suivre à peu près le même process, campagne de conversion. Si vous êtes en vente par catalogue, vous pouvez faire du retargeting dynamique. Admettons, une personne a vu un produit A, elle va être reciblée par ce même produit A. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Par contre, il faut avoir un catalogue shopping assez large, plus de 30 produits, comme je l'ai dit juste avant. Mais ça fonctionne bien. Retargeting dynamique dans un second temps, enfin, c'est encore plus tard qu'il faut le lancer. Mais globalement, pour lancer votre campagne de retargeting pure, partez sur une campagne de conversion. Et derrière, au niveau du groupe d'annonces, la subtilité, c'est qu'il ne faut pas cliquer sur trouver de nouveaux clients, mais renouer avec votre audience. Et là, après, vous restez large en termes de ciblage, parce qu'on est déjà sur une audience qui vous connaît déjà. Et encore une fois, varier les créas. Et il y a un angle peut-être un peu plus agressif sur la partie retargeting afin de maximiser les conversions. Derrière, vous cliquez sur publier. Et là, votre campagne de retargeting a été lancée. Vous pouvez faire de l'engagement également. C'est très intéressant pour cibler les personnes qui ont cliqué et interagi avec vos épingles. Et donc, ça, plus ça, plus ça. Après, vous allez arriver sur pas mal de campagnes. Et si on revient sur le compte juste ici, on peut le voir, il y a quand même pas mal de campagnes qui tournent. Alors que typiquement sur un méta, avoir 3-4 campagnes grand maximum, ça suffit pour monter sur des volumes de spend intéressants. Sur Pinterest, on a beaucoup plus de campagnes. Nous, quand on dépasse les 500-700 euros par jour, on a rapidement entre 10 et 20 campagnes. C'est totalement naturel parce qu'on est sur un scaling qui est horizontal. Dès qu'on a validé la partie testing, on va créer une nouvelle campagne, suivre une méthode très précise parce que le truc, c'est que si on a juste 3-4 campagnes et vu que Pinterest encaisse assez mal les variations de budget, on préfère avoir des campagnes séparées. Comme ça, si on modifie une campagne, ça va pas perturber toutes les autres campagnes et on peut avoir quelque chose de très sain et surtout de la longévité parce que sur Pinterest est une plateforme qui est très forte en fil rouge. Si on fait un Pinterest versus Meta sur 7 jours, Meta sera gagnant parce que l'algo va plus vite, etc. Mais sur le long terme, Pinterest s'améliore semaine après semaine et l'objectif c'est de stabiliser des campagnes du fil rouge, pas avoir énormément de fluctuations et d'avoir de la stabilité et c'est là où Pinterest est vraiment fort. Et c'est ça qu'on cherche à faire sur la plateforme avec des coûts publicitaires qui sont ridicules par rapport à Meta. Alors, on est à 1,46, tout confondu en termes de campagne, en termes de CPM. Donc là-dessus, franchement, il y a de quoi faire. On est sur un réel océan bleu. Autant en profiter pendant que tout le monde se fait la guerre sur Google, TikTok et Facebook. Sur Pinterest, il n'y a personne. On fonce et ça donne ce type de résultats. Et en parlant de résultats, les ventes viennent de s'actualiser. On a du coup dépassé les 20 000 euros alors qu'en début de vidéo, on était à 19 000 en live. Donc ça, c'est top. Et aujourd'hui, du coup, il y a dû avoir plusieurs ventes qui sont actualisées. On en a fait 5 sur des campagnes différentes. Plutôt cool. Même cette campagne, elle a dépensé 2 euros. C'est une campagne en conversion. Et elle a généré, une belle vente super sympa. Donc vraiment top. Sachant que le panier moyen de ce shop, il est à 60 euros. Donc voilà, mais sur Pinterest, comme on est sur une audience qualifiée, pas trop de blocage sur cette partie-là. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire si ce format vous plaît. Comme ça, je pourrais en faire plus des vidéos de ce style où je présente en détail certains de nos résultats. Tous les liens de la vidéo se trouvent en commentaire et si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets le lien de la méthode BPO. Donc c'est la méthode qui nous permet de générer plus de 3 000 euros par jour uniquement sur Pinterest et Pinterest Ads. Donc je parle un peu plus de la partie algorithmique, comment faire du testing et après scaler avec la plateforme, tout ça basé sur une étude de cas. Donc tous les liens se trouvent en description, également le lien de mon agence si vous souhaitez vous faire accompagner. Et sinon on se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao.